La xénophobie peut se comprendre comme la réaction ou le sentiment de rejet de l'étranger ou de ceux qui proviennent de l'étranger. C'est en ces quelques mots que nous pouvons décrire la vague de pillage et d'émeutes qui ont secoué la nation de Père Madiba en ce début de septembre. Mesdames, Messieurs, bonjour, laissez-moi vous présenter nos invités du jour. Alors, messieurs, dames, bonsoir à vous. Bonsoir. On va commencer par la demoiselle, mademoiselle Karina Ngolé, bonjour à vous. Bonjour Alors, vous Marvin. êtes étudiante en Master 2, Sciences politiques et en option, vous faites Relations internationales. Oui, c'est ça. Vous êtes très engagée pour la cause nationale et estudiantine et vous militez pour les droits des enfants. Je milite pour les droits des étudiants, précisément dans le mouvement étudiant conscient, qui est une idéologie du refus de l'oppression, du refus du non-respect du droit de la prénom gabonais. Nous militons contre cela à l'Opage Pia et nous militons pour la paix africaine. À votre gauche, monsieur Israël Samuel Bongo, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Marvin. Vous êtes étudiant en licence en sociologie Effectivement. et à l'université, vous cirez les chaussures. Comment ça se passe votre activité? Ça va, par la grâce de Dieu. Cette inspiration de cirer les chaussures me vient de mon père. Et donc, je le fais par passion. Ça me permet d'être au contact des gens et ça va, par la grâce de Dieu. Et les étudiants, est-ce qu'ils payent bien? Oui, ça va. C'est bien compris. Alors, à mon extrême gauche, nous avons monsieur Arnold Mouketou Menda. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes étudiant en Master 2 fondamental en sciences politiques et vous participez très souvent à des colloques et des conférences sur l'objet politique. Donc, vous êtes bien engagé dans la politique déjà? Effectivement, pas la politique au sens d'un praticien ou un professionnel, Okay. mais la politique au sens de celui qui l'étudie. Et à votre droite, un ami du Forum Ado. Alors, vous êtes étudiant en Master, vous faites le droit public et vous êtes promoteur d'un mouvement que vous appelez Jeunes Soldats au service de la République. Oui, mais avant d'entrer directement dans le vif du sujet, j'aimerais exprimer la profondeur de ma joie d'être sur ce plateau avec des jeunes dont le niveau de conscience est remarquablement élevé. Je suis en Master 1 Recherche, Droit public et président, comme vous l'avez si bien dit, du réseau des jeunes entrepreneurs décomplexés, président du réseau des jeunes soldats au service de la République, qui est une fédération de jeunes qui a pour objectif d'œuvrer sans pour attendre quelque chose de l'État. Donc cultiver la rupture de tout politique est en réalité le seul mouvement militant qui nous passionne. Monsieur Grévis, vous vous sentez décomplexé dans cette veste en velours? Le complexe n'est pas physique, il est idéologique. Merci, monsieur Ndon Ovono Grévis. Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, cet après-midi, nous parlerons de la question de xénophobie, de toutes ces vagues d'émeutes qui ont secoué le pays de Père Madiba. Et avec nous, nous allons commencer par Karina Ngolé. Alors, dites-nous, si on revenait sur les raisons principales de ce soulèvement. Les raisons déjà, ce sont des raisons historiques et sociologiques et politiques. D'abord, sur le plan sociologique, ce que le colon qui a opprimé le Sud-Africain a appris aux Sud-Africains à ne pas faire confiance à autrui, a appris aux Sud-Africains à réagir et non à se socialiser véritablement. Ça veut dire que le Sud-Africain a toujours vu autrui comme une menace. Est-ce que cette oppression a été vraiment exorcisée? Là encore, je laisse la place aux sociologues. Sur le plan historique, il y a des faits. Le colon a toujours appris à l'Africain que autrui était un mal pour toi. Sur le plan politique, ici, on a le Nigeria et l'Afrique du Sud qui se discutent le leadership numéro 1 de l'économie subsaharienne. Est-ce que ici c'est des manipulations politico-médiatiques pour pouvoir propulser l'économie de l'un ou de l'autre? Parce que nous voyons ici le Nigeria qui a boycotté la conférence sur l'économie qui était prévue en Afrique du Sud alors qu'on l'attendait, et c'est à cette même période que il y a une fièvre médiatique autour de la xénophobie en même temps, et on voit MTN aussi qui est boycotté au Nigeria. On voit le Nigeria aussi, l'Afrique du Sud qui rétorque en boycottant certains produits sud-africains. Est-ce que c'est ça l'image de l'Afrique qu'on veut donner au monde? Cette Afrique qui est le berceau de l'humanité, cette Afrique qui est la renaissance et l'essence même de la vie et du futur aujourd'hui, si on veut parler de l'Afrique verte et écologique. Alors, monsieur Arnold Mouketou, selon vous, quelles sont les raisons qui ont soulevé cette vague d'émeutes?
Bon, d'abord, je n'irai pas dans le même sens qu'elle parce que je m'inscris en faux par rapport aux propos qu'elle a tenus, Okay. en partie, bien sûr. Mais pour moi, je pense en fait que les causes de la xénophobie, du comportement et des manifestations, des troubles et des heurts qui ont eu lieu en Afrique du Sud, les causes à l'origine de ces comportements sont des causes matérielles. Alors, les causes matérielles sont de deux ordres. Les causes économiques et les causes qui sont liées à l'opinion et à la perception des uns et des autres des étrangers. Premièrement, sur les causes économiques, il faut rappeler quand même que l'Afrique du Sud est un pays dont la population aussi autour de 57 millions d'habitants et que le taux de pauvreté s'élève autour de 28-29%, et c'est quand même énorme. Et pour rentrer dans le vif du sujet, les Sud-Africains, ou une partie des Sud-Africains, estiment que les étrangers, notamment ceux issus de l'Afrique australe, exercent une pression sur leur emploi, c'est-à-dire les emplois nationaux. Les emplois nationaux sont volés par les étrangers. Un individu est rationnel. Lorsqu'il fait quelque chose, il a les bonnes raisons de le faire. En fait, le comportement de ces individus n'apparaît pas ex nihilo. Okay. C'est parce que ils ont le sentiment, d'abord, d'être envahis par des communautés étrangères. Alors, lorsque la réaction gouvernementale d'offre d'emploi n'existe pas, il est très fort probable que les gens en viennent en s'en prendre aux étrangers et considérer que ces derniers sont la cause de leur malheur. Résident Vono, vous ajoutez quelque chose? C'est parce que nous traitons d'une question sensible que j'aimerais me permettre de rappeler volontiers à tous la mémoire d'Aimé Césaire, qui disait, et je le cite, que ma bouche soit la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. C'est parce que c'est un sujet sensible que nous devons le traiter avec beaucoup de précision. Il n'est pas question ici de xénophobie à mon sens, car les faits montrent qu'on ne s'attaquait pas à n'importe quel étranger. On s'attaquait uniquement aux étrangers noirs. Donc celui-là, c'est pas en réalité de la xénophobie, mais c'est de la négrophobie que d'autres ont appelé de la afrophobie. À cela s'ajoute le fait que, comme première raison, déjà le fait que les Sud-Africains ont hérité de l'apartheid d'un complexe. C'est vrai que l'apartheid a été éradiqué du point de vue politique, mais du point de vue économique, comme disait ma très chère sœur, l'apartheid est toujours là. Il n'est pas sans intérêt de rappeler que 97% de la population sud-africaine est noire. 9% est blanche. Ces 9% d'origine européenne, d'ailleurs, possèdent près de 85% des richesses sud-africaines. Donc, cette inégalité sociale héritée de l'apartheid est, à mon sens, l'unique et la principale raison des violences perpétrées en Afrique du Sud par une bande d'analphabètes, car, rappelons-le, 94%, du moins le taux d'analphabétisme en Afrique du Sud est de 94% malgré les structures éducatives modernes, ce qui est d'ailleurs considéré comme un oxymore inquiétant. Donc, premièrement, on a le fait que les Sud-Africains n'ont pas totalement éradiqué l'apartheid du point de vue économique. Nous avons également le politico-centrisme des politiciens qui ne se soucient véritablement pas du peuple. On a vu comment Jacob Zuma a été malheureusement chassé au pouvoir. Et pour finir, je peux parler de l'incapacité des gouvernements à mettre en place des politiques publiques orientées vers le plein emploi afin de réduire le chômage par le truchement de la création d'emplois et de l'encouragement des initiatives génératrices de revenus. Samuel Bongo Israël, vous êtes un jeune Africain, vous êtes habillé en tenue africaine. Comment vous recevez cette situation? Déjà, comment vous la vivez? C'est vrai, ce n'est pas facile. Nous parlons ici d'une violence qui se vit au sein de notre société africaine entre frères de même sang, de même sang à cause de notre peau, notre partage. Je voudrais d'abord rappeler que le phénomène aujourd'hui qui mine la société de l'arc-en-ciel, appelé la xénophobie, dont les faits observés nous montrent tout le contraire, fait d'elle malheureusement la nation de l'arc-en-sang. Nous voyons des frères noirs attaquer des frères noirs
au nom des droits qu'ils sont en train de réclamer. Il faudrait aussi préciser, je crois, que la xénophobie est un phénomène qui se généralise dans toutes les sociétés africaines. Il y a des acteurs passifs et des acteurs actifs. Je ne suis nullement en Afrique du Sud. Je ne peux expliquer les actions posées par les Sud-Africains, mais par rapport au rapport, la question que je me pose, c'est quels sont les rapports qui existaient entre les Sud-Africains et nos frères étrangers qui se trouvaient là-bas. Le fait de dire à quelqu'un, toi, tu es espèce de Congolais, espèce de Nigérien, espèce de Camerounais, c'est une forme de xénophobie qui ne se matérialise pas, certes, mais qui se dit à travers les propos. Et nous savons que les propos ont une connotation. Et donc, quand tu dis à ton prochain noir africain comme toi, espèce de Camerounais, c'est une façon ici de rappeler à ce dernier sa communauté. C'est une façon de dire à ce dernier, tu n'es pas chez toi, fais attention, vous suivez. Et donc, partout, la majorité des pays africains ont ce problème. Et aujourd'hui, ce qui nous permet de nous réunir ici, c'est d'essayer de trouver les réelles causes qui n'ont pas été évoquées, mais pas des causes de leadership, je ne pense pas. Karina Ngolé, la situation de l'Afrique du Sud, oui, ce n'est pas de la xénophobie, mais de l'afrophobie. Oh là là, moi je le confie. Otep, je le suis, et Kémit, je le suis. Ce n'est pas parce que je vais dire que tel est béninois ou nigérien ou centrafricain que je suis xénophobe. L'Afrique des griots, des peuples mandingues, du Bwiti, du Ndjobi, nous apprend dans ses us et coutumes l'identité. C'est quoi l'identité? Cela me permet d'identifier mon frère Kémit, son origine, et de le comprendre. Quand je dis les Maliens, les Congolais, ça ne fait pas de moi une xénophobe. Après, Karina, si tu permets, le vocable étranger en Afrique passe généralement pour la plupart des personnes comme un vocable péjoratif? Non, il n'est pas péjoratif. Ça permet de nous situer. Il ne faut pas qu'on fasse dans le truche. Le tam-tam africain devait retentir aujourd'hui en plein 3e millénaire. Nous sommes au millénaire de la globalisation, des rapports de force pour une renaissance véritable africaine. Achille Mbembe l'a lancé, l'appel de l'Afrique aujourd'hui, mais pas un tam-tam de sang. Pas un tam-tam là où l'un dit « je ne suis pas le gardien de mon frère ». Non. Ces causes sont économiques, ces causes sont politiques. On voit le maire de l'Afrique du Sud qui dit que ce sont les étrangers qui me permettent de ne pas mettre en pratique ma politique. Et ce sont ces étrangers qui trafiquent de la drogue. Mais regardez le taux d'alphabétisation de ce pays. C'est grave. Un peuple pas éduqué, un peuple pas cultivé, vous voulez qu'il réagisse comment? Dès que le politique sort un discours, on a plus des discours de militantisme et les politiciens veulent toujours garder ce peuple sud-africain comme un peuple qui milite toujours au temps de l'apartheid. L'apartheid, elle est quittée de l'apartheid civil à l'apartheid économique. Je suis déçue de voir des Africains réagir comme ça face à des Africains noirs. Mais pourtant, ces mêmes Sud-Africains ne réagissent pas comme ça face aux Indiens. Les Indiens aussi travaillent là-bas. Arnold Menda, vous avez des papillons dans le ventre, sortez-les. Ok, d'accord. Je constate d'abord que Karina a un peu contradictoire avec elle-même. C'est-à-dire qu'au début, elle a dit qu'elle militait pour la fin des frontières imposées par le colonisateur, mais qu'aujourd'hui, elle perpétue un peu... Elle défend l'idée selon laquelle, quand on dit que telle île est bilobe,
ça n'a pas le même effet. Mais ce que j'ai envie de dire, au fond, c'est que c'est pas tellement que ce soit vrai ou que ce soit faux. C'est comment c'est perçu. C'est ça qui est important. Et tant qu'on ne le comprend pas, tant qu'on continue à le nier, on arrivera toujours dans les situations dans lesquelles nous sommes. Pour illustrer ce que je dis, vous avez en fait des chauffeurs qui viennent des pays de l'Afrique australe, donc le Zimbabwe et la Tanzanie principalement. Okay. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ils arrivent avec leur camion, il y a un problème au niveau de la perception des nations qui considèrent que ceux-là, ils sont de la main-d'œuvre bon marché. Il y a des Sud-Africains qui ne sont pas employés au profit de ces étrangers. C'est un fait qu'on peut constater. Et les acteurs qui expriment les comportements xénophobes s'appuient, ce sont sur ces fondements-là. Ce sont des fondements sociologiques qui commandent leur agir, leur action, leur façon de faire. Ça, c'est le premier point concernant les communautés issues de l'Afrique australe. Alors j'ai cru l'entendre dans les propos d'Israël Bongo. Est-ce que vous êtes en train de soutenir le fait, ou sinon l'assertion selon laquelle tous les peuples ont un ressentiment de xénophobie ce sont des phénomènes sociaux. En fait, tous les peuples du monde, la xénophobie est inhérente à tous les peuples du monde. Et ça, c'est un fait, c'est une réalité. Ce n'est pas dire qu'on encourage ou qu'on soutient ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Mais ce sont ces fondements qui justifient le comportement des Sud-Africains. J'aimerais rebondir, Marvin, pour dire, ce que je me permets, je ne suis pas en contradiction avec moi-même. À l'Opage Pia, nous militons pour une Afrique sans frontières. Mais ça ne veut pas dire que je peux aller jusqu'au Mali sans avoir mon passeport gabonais. Il faut bien que je sois identifié. Parce qu'au cas où je commettrai un forfait au Mali, ça me permettra d'être identifié là-bas. Le concept de militation pour la levée des frontières, ce n'est pas un concept de désordre, c'est un concept bien ordonné du panafricanisme. Je ne suis pas en contradiction avec moi-même. J'aimerais rebondir en disant tous les peuples ne sont pas xénophobes et ce n'est même pas une idéologie à développer. Tous les peuples du monde, la xénophobie est inhérente à tous les peuples du monde. Et ça, c'est un fait, c'est une réalité. Ce n'est pas dire qu'on encourage ou qu'on soutient. Tous les peuples ne sont pas xénophobes et ce n'est même pas une idéologie à développer. On doit penser une politique d'intégration des nationaux au commerce, mais pas... Vous souffrez de m'écouter, cher ami. Vous prenez le Gabon est un État cosmopolite. D'abord, Okay. Le Gabon lui-même a plusieurs ethnies. Ça déjà, c'est... L'Afrique du Sud aussi. L'Afrique du Sud aussi. Mais le Gabon a plus d'étrangers et les nationaux sont peu. Le Gabonais, avec le contexte actuel des crises d'austérité, des crises au niveau socio-politique et tout ça, ne réagit pas comme ça. C'est pour vous démontrer que l'idéologie que vous défendez n'est pas défendable. C'est bien compris. Grévis Novodo. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de bonnes choses, mais j'aimerais à toutes fins utiles rappeler que c'est un sujet très très sensible, que l'on devrait faire attention avec l'empreinte de certaines expressions. J'ignore concrètement ce qu'il entend par xénophobie latente, xénophobie manifeste, mais je peux toutefois affirmer que la xénophobie latente est le masque sur lequel se cache, du moins se réside, la xénophobie manifeste. Il faut faire très attention. Pour revenir tout d'abord à ce qu'on parlait d'identité, je comprends aisément les propos de mon frère, mais j'aimerais à toutes fins utiles rappeler qu'avec le choc de civilisation, la mondialisation culturelle, affirmer son identité de nos jours devient un acte méritoire. Alors en regardant cette caméra, j'aimerais en saluant mes frères étrangers, mes frères maliens, mes frères béninois, dire que je suis gabonais mais africain, dire à mes frères gabonais que je suis gabonais mais je suis franc mais je suis dubitable. Cela ne fait pas de moi un xénophobe ou quelqu'un qui cultive un rejet envers celui qui n'est pas de ma nationalité ou de mon appartenance culturelle. Okay. Loin de là. Vous savez, en Afrique du Sud, parce que ce dont il est question ici,
Les Sud-Africains, à mon sens, se trompent de cible. Hein. Ils prennent les étrangers comme bouc émissaire. C'est vrai qu'il y a du chômage. Je me rappelais qu'en réalité, c'est de 30% le taux de chômage en Afrique du Sud. Au Gabon également, le taux de chômage est de 30%. Mais en aucun cas, les Gabonais ne vont se lever pour dire que les étrangers dehors, tout ça. C'est vrai qu'ils parlaient de perception. C'est vrai que certaines personnes peuvent malheureusement percevoir la chose de la sorte, mais un pays ne se développe pas avec les perceptions des uns et des autres. Nous sommes un État où il y a un droit, nous sommes un peuple, on va dire, civilisé, nous sommes un peuple éduqué. Prenons un peu l'exemple des États-Unis. Il y a beaucoup d'étrangers, ce sont même les étrangers qui font développer l'économie, qui font tourner l'économie américaine. Est-ce que vous avez vu un tant soit peu les Américains se lever? Non, parce que les gouvernements mettent en place des politiques publiques afin de satisfaire un tant soit peu tout le monde. Donc, interpellez également nos gouvernants, parce que ce sont eux également qui éduquent le peuple. Ce sont les Sud-Africains, les gouvernements sud-africains qui ont fait en sorte que ces Sud-Africains, permettez-moi la tautologie, entrent dans la violence, dans les assassinats, parce que ce sont eux, non seulement ils n'éduquent pas le peuple, le taux d'analphabétisme est très élevé, et de surcroît, ils ne pensent pas à la population noire. J'aimerais vous rappeler qu'en Afrique du Sud, il y a des écoles dont les Noirs n'ont pas droit à y accéder. Donc, ce sont des choses ici qu'il faudrait bien évidemment dénoncer. Donc, rappeler de faire attention. Xénophobie active, xénophobie, arrêtons de jouer un peu avec les mots. Hein. La xénophobie, c'est la xénophobie. Hein. Donc, les Gabonais ne sont pas xénophobes. Et dire à son frère que toi, tu n'es pas Gabonais, ce n'est pas un acte de xénophobie. Oui, je voudrais rapidement rebondir et dire que j'ai l'impression que mon frère et la sœur présente vivent à l'étranger. Ici, je prends de la distance avec mon appartenance pour pouvoir avoir une analyse objectif sur le sujet. Nous parlons de xénophobie et malheureusement les faits observés montrent une africaphobie, si on peut le dire ainsi. Lorsque mon frère dit les Gabonais ne sont pas xénophobes, avez-vous écouté les dires des Gabonais, de certains Gabonais? Je ne dis pas, parce que c'est pas tous les Sud-Africains qui sont xénophobes. C'est pas toute l'Afrique du Sud qui s'est levée. On a vu une minorité de personnes qui ont représenté le drapeau de l'Afrique du Sud et qui ont manifesté des actes de violence envers des Africains comme eux. Ce ne sont pas tous les Gabonais qui sont xénophobes, mais je dis que la xénophobie se manifeste de différentes manières au sein des sociétés africaines. Je vais prendre un exemple. En 98, allez demander les relations qui existaient entre le Rwanda et la RDC. RDC Congo, vous allez apprendre qu'à l'est de la RDC, il y avait des crimes entre les Rwandais qui tuaient des Congolais. Et jusqu'à présent, j'ai demandé à mon entourage, parce que c'est mon premier lieu d'études, ils m'ont répondu que jusqu'à présent, même les relations Rwanda-Congo sont compliquées. C'est une forme de violence envers un étranger choisi. Maintenant, quand un vendredi, 14h, un Gabonais se lève pour acheter du pain et se rend compte que nous avons l'impression, qu'il a l'impression, parce que je vais prendre de la distance, qu'il a l'impression que l'économie est entre les mains d'étrangers, écoutez les dires de ces personnes. Ici, ce n'est pas chez vous. La majorité, pour rebondir, pour ajouter, pour illustrer ce que je suis en train de dire, qu'est-ce que le président de Brazzaville de Congo-Brazzaville a eu à faire? Il a pris le transport qu'il a donné aux autochtones. Le taxi, le service de transport, les taxis ont été remis entre les mains des autochtones parce que ça pouvait donner ça pouvait entraîner des violences au niveau de la perception de l'autrui. Et un sociologue, Simmel, a parlé des actions réciproques. Et il entend par action réciproque l'influence qu'exerce un individu sur autrui. Quelle est l'influence ou quels sont les rapports qui s'est développés ou qui sont développés entre autochtones sud-africains et les étrangers? Je suis en train de mettre ici en avant le fait que la xénophobie n'est pas propre à l'Afrique du Sud, mais c'est un problème qui mine toutes les sociétés africaines. Les Gabonais, certains ont des propos injurieux envers les étrangers, une forme de xénophobie qui ne se manifeste pas entièrement, mais qui se dit déjà. Tous les peuples ne sont pas xénophobes et ce n'est même pas une idéologie à développer. Tous les peuples du monde. La xénophobie est inhérente à
tous les peuples du monde, Si vous qui ne prend pas la forme Si de vous la me permettez, violence. j'aimerais rappeler. Je voudrais terminer. Je ne sais pas si vous m'avez véritablement écouté. Non, je je voudrais ne parlais terminer. pas des revers de la main, ce que vous avez eu à dire. Vous parlez d'objectivité et vous parlez d'un Gabonais. C'est un oxymore inquiétant. J'aimerais volontiers vous rappeler que l'objectivité ne se trouve pas dans l'impartialité, mais dans le plus grand nombre. Donc, vous dites, je suis objectif et vous citez le cas d'un Gabonais. Mais malheureusement, c'est un oxymore inquiétant. Vous avez dit un Gabonais. Monsieur, ayez le courage de reconnaître vos propos. Je suis en train de dire. Alors, Grévis, on va lui permettre de... Je suis en train Laissez-moi de les terminer, s'il vous plaît. Samuel, Merci. rapidement, s'il vous plaît. D'accord. Et j'écoutais les propos de la jeune sœur qui disait quand tu vas au nord, on te dit celui-ci est Bilop. Ok, Mais ok. nous sommes Gabonais. Vous allez au nord. Quand vous allez au nord, vous êtes du sud comme moi, on dira, elle est bilan. Mais c'est pas péjoratif ça. Attention, ça peut. Mais c'est un question de territoire perception. dans les camps. Attention. Mais c'est question pas de péjoratif, perception. c'est un peuple accueillant. Quand je viens dans un peuple étranger, je m'en vais au nord, sud, est, ouest, c'est le Gabon. Nous sommes Gabonais. Et quand vous dites nous luttons contre un Afrique sans frontières, ça veut dire que à travers ta culture, je peux t'identifier. Je n'ai pas besoin de t'appeler par ton nom. Comment ça, d'origine, le nom de ton pays d'origine pour marquer une différenciation. Ici, si quelqu'un rentre dans cette pièce, j'aurais l'impression que monsieur, désolé, le prénom qui m'échappe, Grévis, revient d'Europe à cause de sa manière de se vêtir. Il a plus un style européen qu'africain. Si quelqu'un rentre ici, il va penser automatiquement en me regardant par mon accoutrement à quel peuple j'appartiens. Et donc ici, comment nous faisons pour reconnaître nos frères africains qui viennent de l'étranger? C'est par leur culture. Et donc, si tu dis à quelqu'un, nous sommes tous Gabonais, quand il vient au nord, il est Bilop, c'est une façon déjà de rappeler à cette personne qui n'appartient pas à cette communauté. J'ai un argument inversé Alors, ici, là. accouchez votre argument. Ouais, je vais rapidement et juste, on va écouter je vais un juste commentaire illustrer qui ce nous qu'il vient dit. d'ailleurs. En Afrique du Sud, il y a une directive communautaire. Enfin, une directive à l'intérieur de la zone de Johannesburg qui autorise en fait qui donne la primauté aux chauffeurs nationaux d'être employés par les entreprises nationales. Est-ce que vous voyez? C'est là le problème en fait économique en question. Qu'est-ce qui se passe? Les patrons vont prendre la main-d'œuvre extérieure. Ça, c'est une décision politique. Quand en fait, ça c'est, je dis seulement que c'est le réel. Quand quelqu'un se sent impuissant devant, par exemple, l'État, parfois, la violence est la dernière forme d'expression. On constate quand même, ce n'est pas des propos incantatoires, en disant il y a ceci, il y a cela. Effectivement, il a raison quand il dit que ça, c'est simplement la conséquence de l'échec de la mise en œuvre des politiques publiques d'aide sociale, ainsi de suite. On est d'accord sur En ce réalité, point. vous dites en d'autres mots ce qu'on a déjà eu à dire. Ici, il n'y a pas de débat. Le sujet, il est là. Nous parlons de l'Afrique du Sud et bon, je vais laisser mon frère Bongo qui pense que le fait de dire qu'il n'est pas fan, c'est de l'afrophobie, pas de la xénophobie. Non. Je laisse Mais la c'est comment c'est responsabilité. perçu, Non, Grévis. j'y arrive. Je vous dis, je vais peut-être revenir là. Grévis, il faut aller rapidement. Affirmer son identité de nos jours n'est pas un acte xénophobe. Bien au contraire, c'est un acte méritoire. Tu sais, avec la civilisation, les ethnies les plus fortes ont tendance à détruire les ethnies les plus faibles. À défaut d'être les plus faibles, on peut être les ethnies qui crient le plus. Alors moi, j'aimerais crier sur ce plateau que je suis fort, mais j'aime mes frères Pounou, j'aime mes frères Nzebi. C'est pas de l'afrophobie. Je suis Gabonais et je salue mes frères maliens et burkinabés. Mais c'est vrai, on est d'accord avec toi, Grévis, mais dire comment ici- celui qui est en face perçoit ça? Quand tu lui dis, tu es Bilob, comment il le perçoit? C'est ça qui est important. Messieurs, dames, s'il vous plaît, on va écouter. Messieurs, dames, Grévis, s'il vous plaît. Mais je ne le prends pas. Grévis, s'il vous plaît. Pourquoi Alors, les amis, s'il vous plaît, on va écouter la perception de J'aimerais dire mademoiselle Karina. ici ce que, Très rapidement, s'il vous plaît. heureusement, vous avez parlé de Karina, problème très rapidement, de s'il vous plaît. perception, la nationalisation d'une société ou le fait de remettre l'économie qui était entre les mains des étrangers au fait des nationaux pour pallier au problème de chômage ne fait pas de ce chef d'État ou de cette politique une politique
xénophobe. Non, c'est une politique de recadrement. Non, on parle du problème de la RDC. Lorsqu'il parle du problème de Rwanda et RDC, c'est un problème très profond, qui est d'abord historique et qui est d'abord un problème aussi de matériel. Cette zone-là où il y a le conflit, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on discute sous le sous-sol? Ça fera l'objet d'un débat. Mais non, alors nous avons pour chuter sur le sujet, je dis, le fait d'aller au nord et qu'on dise que je suis bilobe, ça ne fait pas d'eux des xénophobes, ce n'est pas péjoratif, c'est le peuple camp, ce n'est pas du tribalisme, c'est le peuple camp. C'est très bien compris, Karina. Moi, je ne suis la pas suite du camp. débat sur Facebook. Alors nous allons écouter ces interventions qui nous reviennent de la sous-région. C'est tout de suite. Bonjour, je m'appelle Cécile Vanicolier, étudiante en licence 3 droit privé d'origine guinéenne. Parlant de xénophobie en Afrique du Sud, brise mes espoirs pour une Afrique nouvelle. Une Afrique qui a besoin de ses fils pour son développement durable. Bien évidemment, cette réalité qui sévit en Afrique du Sud n'est pas un acte à blâmer à l'Europe, mais à nous, Africains. Nous parlons de l'existence des droits de l'homme. Ces droits sont pour qui? Pour l'humanité entière. Mais pourquoi l'Afrique est-elle en marche? Pourquoi nous, Africains, nous n'arrivons pas à nous aimer? Nous parlons d'une intégration africaine. Cette intégration ne peut se faire qu'en temps de paix. Elle ne peut se faire que dans l'entente. Alors comment pourrais-je voir un pays qui abrite une icône de la paix, Nelson Mandela, le voir à la dérive de son existence? Ce pays qui devait plutôt inciter ses prochains, inciter les autres peuples afin que l'Afrique soit unie. Alors, cette xénophobie ne met pas en doute l'incapacité de nos dirigeants, mais elle met en doute notre propre conviction et notre propre volonté de changer notre Afrique et surtout d'aboutir à une intégration africaine. Merci. Bonsoir, je me nomme Sam Hadija Fall, je suis de nationalité sénégalaise. Pour parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sujet sur lequel on ne peut s'exprimer sans quelques émotions, il convient de rappeler que l'Afrique du Sud n'en est pas à sa première. Ces violences ont été constatées depuis les années 90 à travers des agressions dirigées contre les étrangers noirs. Et puis, ça a été minimisé et ça a dégénéré notamment avec les attaques xénophobes de 2008 et de 2015. D'ailleurs, lors des attaques xénophobes de 2008, en sus des étrangers noirs, des Sud-Africains de peau plus foncée ont été massacrés. D'ailleurs, l'un de nos amis gabonais, Théophane Zambiogué, procédait à une requalification des faits en parlant d'afrophobie et non de xénophobie. Il est vrai que plusieurs études et analyses ont démontré que la vague de violence qui secoue le pays dit le plus industrialisé du continent est due à l'indigence de sa population noire. Certes. Toutefois, il y a à souligner une certaine complicité des autorités locales. Déjà en 2015, les violences ont été les conséquences des propos du roi Zulu qui appelait les étrangers à faire leurs valises et quitter le pays. Que dire du maire de Johannesburg, Herman Mashaba, qui en 2016 avait tenu des propos discriminatoires envers les étrangers en les traitant de criminels. Ainsi, on constate que ceux-là même qui devaient contribuer à éradiquer ce mal en sont contaminés. En définitive, l'État sud-africain, au lieu de traîner des pieds, doit apporter un traitement efficace et efficient à cette situation à travers des mesures tant économiques que sociales. Alors de retour sur le plateau, alors chers amis, nous avons de l'eau pure qui nous revient des plateaux africains, faites comme moi.
je vois le nom qui revient du peuple camp, pays camp du Nord. Ça, c'est une grosse blague. Alors, à Johannesburg, le processus de négociation est lancé en juin 2015 lors de la 25e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine. On parle aujourd'hui d'une zone de libre-échange. Ce sont des travaux qui sont en cours. Alors, lorsqu'on regarde attentivement la situation d'afrophobie, voilà, qui a été manifeste en Afrique du Sud, Monsieur Grévis Ndong, est-ce que vous pensez justement que cette situation peut peser sur les travaux en cours? Mais bien évidemment, ma sœur rappelait tout à l'heure d'ailleurs que le Forum mondial économique a été boycotté en Afrique du Sud. Okay. Il faudrait dire que une zone de libre-échange ne peut être effective qu'en temps de paix. Ici, les peuples s'entendent et se respectent entre eux. Dans le cas d'espèce, avec tout ce qui se passe en Afrique du Sud, le climat investissement étranger qui est d'ailleurs dans un état catastrophique, on ne peut véritablement parler de succès de cette initiative. Donc cette initiative ne peut avoir le jour que si les Africains se respectent entre eux et si, bien évidemment, on respecte les normes édictées à travers cette zone de libre-échange. Votre avis, Arnold? Bon, moi je pense que d'abord, une zone de libre-échange suppose en fait que les pays du continent voilà, sont producteurs de certains biens et que il faut donner la possibilité à ces producteurs-là de vendre sur d'autres espaces hors de leur pays, de leurs frontières nationales, les produits qu'ils ont fabriqués. Mais si on prend par exemple la zone CEMAC, on peut bien zone de libre-échange, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque quand on regarde les échanges, par exemple, entre le Cameroun et le Gabon, les échanges sont de 2%. Oui, bon, après, là, on parle d'échanges de biens, de personnes en même temps. Justement. En fait, je ne comprends pas, en fait. Qu'est-ce que vous dites que les échanges sont de 2%? En fait, quand on parle des ordres de libre-échange, il faut lire des économistes tels que Béla Balassa, l'économiste hongrois, lorsqu'il parle de zones de libre-échange. Lorsqu'on parle de zones de libre-échange, on a la suppression des droits douanières, on a l'union douanière et on a plusieurs autres mécanismes. Bon, maintenant, si les échanges sont de 2%, faute à qui? Arnold, vous chutez dans vos propos, s'il vous plaît. Je crie qu'il a compris, mais de toute façon, il a compris. Ce que j'essaie de dire, c'est une croyance qu'il n'a pas compris, qu'il refuse de comprendre, c'est que une zone d'échange suppose tu as un bien, j'ai un bien. Ou même si tu n'as pas de bien, moi j'ai un bien, j'ai la possibilité de venir vendre mon bien chez toi. C'est ce que ça suppose. Mais c'est d'abord une décision politique. C'est le premier niveau de l'intégration. Ce sont les panafricanistes. C'est le premier niveau d'intégration. Mais je dis simplement que l'effectivité, on vérifie l'effectivité d'une telle mesure à partir du moment où on sait que les échanges, tel pays ou tel pays produit. Mais nos pays sont des pays producteurs en grande partie de pétrole. Le pétrole se vend à l'extérieur du continent. Les principaux acheteurs de pétrole, c'est la Chine, les États-Unis, c'est la France, ainsi de suite. Mais pour le reste, et je crois même, ce sont eux qui en parlaient au début, que ça peut justifier aussi le conflit entre l'Afrique du Sud et le Nigeria, parce que c'est quand même deux mastodontes économiquement. Alors là, il y a aussi une course à la domination sur l'espace de libre-échange. Le temps nous dira un peu plus sur cette situation. Karina Ngolé. Je souffre, Mervyn, mais je vais commencer avec un proverbe africain qui dit « Lorsque vous entendez le tambour, c'est le batteur de tambour qui définit le rythme qu'il veut donner à son son. Un son de malheur ou un son de bonheur. » Les nordistes disent encore, et c'est quand du Gabon, l'on va être mieux écouter de la bouche du conteur. Lorsqu'on parle de programme d'intégration et de libre-échange, le premier facteur, la première richesse, c'est l'homme. S'il n'y a pas l'homme, il n'y a pas intégration. L'Afrique aujourd'hui produit, on a un pays comme le Cameroun qui a l'autosuffisance alimentaire, qui échange beaucoup avec le Gabon et d'autres pays en termes de denrées alimentaires. Lorsqu'on parle de la libre-échange, la libre circulation des biens et des personnes, l'Afrique aurait beaucoup à gagner pour se développer. Je suis d'accord avec elle dans le sens où elle parle de l'homme. Parce que vous savez, on parle de libre-échange, ainsi de suite, mais c'est d'abord l'homme qui est à la base de toutes ces choses. Et je crois que pour
permettre ce système de prendre vraiment de l'ampleur, vraiment de s'installer, il faudrait d'abord, dans un premier sens, développer d'abord des valeurs de sociabilité, parce que c'est le vivre ensemble qui permettra à mon frère qui vient de l'étranger de l'accepter bras ouverts. C'est très clair. Pour que ça soit une réalité, il faudrait que nos dirigeants puissent travailler sur la mentalité, travailler sur les hommes. Professeur Mike Moukala, on va l'écouter. Nous sommes séparés dans un contexte de crise où le SNEC national était en grève et les enseignants de l'UOB, qui sont aussi des membres du SNEC national, étaient en crise, étaient en grève. Et nous sommes dans ce contexte encore de crise qui n'est pas résolu. Je pense que le SNEC a suffisamment communiqué sur ces raisons. Il y en avait 3 essentiellement. La première, c'est la régularisation des situations administratives des enseignants et chercheurs, qui pour certains ont 8 ou 7 ans sans salaire ou sans pré-salaire. Et la deuxième, c'était la question de la retraite, sachant que nous travaillons tous pour avoir une retraite normale. Or, ce qui se passe en ce moment, c'est que vous contribuez pour votre retraite. Maintenant, lorsque vous en avez retraite, vous n'avez que le 1/5 ou le 1/10 de ce qu'on aurait pu vous verser par rapport au nouveau système de rémunération. Donc, le SNEC demande que le gouvernement regarde les choses et donne aux enseignants et chercheurs retraités la part qui leur revient, la part qu'ils sont censés avoir contribué pendant leur vie professionnelle. Et le troisième point, c'était les services rendus. Dans tous les services de l'État, les travailleurs ont droit à des services rendus. Et donc, c'est à juste titre que le SNEC demande que ces points soient résolus par le gouvernement de la République. Je voudrais rappeler que nous n'avons pas suspendu la grève. Lorsque nous partions en vacances, nous avons eu une assemblée générale qui disait que, compte tenu que l'administration est fermée et il n'y a pas cours, d'accord, donc on a fait une pause pour reprendre le mouvement d'ici la rentrée académique, c'est-à-dire à partir du 23 ou la semaine qui suivra, si et seulement si nous n'avons pas un retour positif de la part du gouvernement. Et donc je confirme que à partir du 23, le SNEC reprendra son mouvement de grève, non seulement à l'UOB, mais dans tous les établissements de l'enseignement supérieur. Alors les amis, on vient d'écouter le professeur Mike Moukala qui est président du SNEC, le syndicat national des enseignants-chercheurs. Et nous savons bien que l'université Omar Bongo est frappée par des grèves intempestives, des grèves qui ne finissent pas depuis plusieurs décennies maintenant. Alors en 30 secondes, s'il vous plaît, un mot. La rentrée administrative a été effective. Le professeur Mike Moukala nous disait que dès la rentrée, le mouvement va se soulever. Comment on fait? Est-ce que la formation à l'université aujourd'hui est vraiment de qualité avec toutes ces grèves qui... Bon, contrairement à certains qui diront peut-être qu'à l'université, on n'est pas véritablement bien formé, je dirais que c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés. Il y a vraiment des difficultés. Mais dire qu'à l'université, les étudiants ne sont pas bien formés, moi je dirais non. C'est comme dire à un infirme qu'il n'est pas un homme à cause de son handicap, je dirais non. Cette situation ne fait qu'une seule victime, la République, la jeunesse gabonaise. La jeunesse est sacrée, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre là. On est en train de massacrer la jeunesse. Massacrer la jeunesse, c'est tuer l'éducation. Regardez ce qu'on a fait en Afrique du Sud. On a tué l'éducation. 78% de la population sud-africaine est noire. 94% est analphabète. Voyez-vous, ils ne peuvent qu'agir comme des personnes, excusez-moi d'être dur, mais il le faut, agir comme des personnes qui n'ont en réalité rien dans la tête. Donc, chers dirigeants, si vous ne voulez pas qu'on arrive un jour à agir comme les Sud-Africains, il faut vraiment, vraiment maximiser l'éducation, car la jeunesse gabonaise a un énorme potentiel. Les deux universités les plus prestigieuses du continent sont exactement en Afrique du Sud. Arnold, alors dis-nous, comment on vit cette situation à l'université lorsqu'une année académique chevauche une année civile? Bon, je crois qu'avec Grévis, on est
on partage à peu près le même constat. Ok. Les difficultés sont toujours surmontables. Rien n'est impossible à l'homme. D'abord, en fait, parler de politique éducative, j'ai envie de dire en fait que la politique ou celui qui se projette, c'est toujours vers l'univers des probabilités. L'univers des probabilités, c'est l'univers des possibles. Donc, au fond, les conditions à l'université sont quand même, on peut tous le déplorer. Depuis 1976, les grèves, pour parler du cas précis des enseignants, les revendications sont les mêmes. Les gouvernements qui se sont succédés dans le temps n'ont jamais agi dans le sens d'éradiquer totalement ces problèmes. Nous sommes vraiment dans une distraction historique. Karina Ngolé, on termine rapidement. J'aimerais rappeler l'historicité en disant ici, un homme d'État agit, un politicien parle. Mais malheureusement, nous vivons cette dichotomie à l'université Omar Bongo. Les hommes d'État n'agissent pas. Les politiciens parlent. Aujourd'hui, on a une université, un tableau sombre, une université à l'agonie, l'université mère, qui devait être l'université la plus enviée des autres. Malheureusement, c'est la plus méprisée. Une université aujourd'hui, qu'on va chercher des systèmes qu'on n'arrive pas à adapter véritablement à un système LMD qu'on amène et qu'on tropicalise, qu'on gabonise. Vous trouvez là, au sein de l'université Omar Bongo, des LMD. Mais j'aimerais vous dire, vous parlez de l'émergence, vous allez dans les grandes conférences, les ODD et tout ça. Mais le premier facteur qui développe un État, c'est l'éducation, c'est la jeunesse. Mais cette jeunesse est sacrifiée au niveau éducationnel. Au niveau de la santé, des politiques d'insertion, tout est sacrifié. L'année académique est prioritaire parce qu'on forme la relève de demain. Pour un Gabon véritable, il faut éduquer la jeunesse gabonaise. À l'université Omar Bongo, il y a la formation pour ceux qui veulent être formés. Et nous savons que sur le chemin de la réussite, il y a beaucoup d'embûches. Et malheureusement, nous déplorons les conditions actuelles qui minent depuis plusieurs années déjà le secteur éducatif au Gabon. Ce que nous pouvons dire, c'est que les deux parties puissent s'entendre, parce que c'est une jeunesse qui est en train de mourir. C'est une jeunesse qui a la volonté de relever les défis de demain, de relever le défi du Gabonais qui, sur le plan international, ne pèse pas. Nous voulons aussi apporter notre expertise à travers la formation que nous avons reçue. Nous voulons aussi relever l'étendard de notre nation, mais nous demandons juste un traitement de faveur qui nous permettra tous d'atteindre notre objectif, celui de la réussite. Et l'avion a décollé, nous partons au sud-est du Nigeria, dans notre rubrique Les mots d'ailleurs, et on parlera Ibibio cet après-midi. On commence par Karina Ngolé, tu regardes l'écran et tu vas t'essayer s'il te plaît. Bon, je tiens déjà à m'excuser si j'écorche, c'est aussi ça l'intégration, fait parler langue. Imeye Akpanyeku Ikeme Ido Idok UN Abadi Adion Ditu Africa. Isung Emen Ye Akpaniko Ikemen Ido Idon UN Abasi Adion Ditu Africa. Alors, Révis Novono, vous êtes excusé d'avance, ne le dites plus. Regardez l'écran en face, s'il vous plaît. Using Emenye, Afpaniko, Ikemeke, Ido, Idok, Wem, Abadi, Adion, Dito, Africa. Veuillez m'excuser, cher frère du Nigeria. Alors, on garde le meilleur pour la fin. Monsieur Arnold, vous êtes vraiment vêtu comme un garde du Nigeria. Je vous sens déjà comme un compatriote Ibibio. Alors, on va vous écouter. Hussein Emen Ye Akpan Iko Ikemeke Ido Idok Uwem Abasi Adiong Ndito Africa. Usong Emem Ye Akpan Iko Ikemeke Ido Idio Usong Abasi Adiong Ndito Africa. La marche à suivre pour obtenir la paix est de réprimer ces mauvaises habitudes. Que Dieu bénisse ces enfants d'Afrique. On rejoint Maroussia dans notre rubrique Entre nous.
Bienvenue dans la chronique Entre nous. Aujourd'hui, j'ai choisi un thème bien au pif, juste pour vous embêter, les jeunes autour du mariage. Et pour en discuter, je reçois les invités que voici. Mademoiselle Audrey Edima et Monsieur Grévis, que vous connaissez déjà. Alors, Monsieur Grévis, bonjour. Bonjour. Alors, pour vous, Monsieur Grévis, aujourd'hui, qu'est-ce que le mariage? Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme devant un officier d'état civil. C'est la définition juridique. C'est la définition. Pour moi, le mariage va au-delà de l'union d'un homme et d'une femme devant un officier d'état civil. C'est l'amour, le fruit de l'amour. Et l'amour, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est le fait d'avoir des papillons dans le ventre. Oh là là! Le fait d'avoir des papillons dans le ventre. Alors Audrey, pour vous, le mariage, qu'est-ce que c'est? Comme disait Grévis, l'amour, les papillons dans le ventre, c'est quoi pour vous le mariage? Étant beaucoup croyant, pour moi, le mariage est une union divine. Et je rejoins son deuxième point de vue qui porte sur l'amour. Je pense que c'est le fruit que produit l'amour entre deux personnes. Des papillons dans le ventre. De sexes différents, bien évidemment. Ok, d'accord. Alors, je suis venue prendre vos avis sur nos pages Facebook qui s'affichera juste au bas de l'écran. Vous, derrière votre écran, que pensez-vous du mariage? Je vous laisse regarder. Bonsoir, ici Eden Chania, journaliste au Cameroun. Mon point de vue par rapport au mariage, déjà il faudrait qu'on comprenne que le mariage est un lien sacré. On se marie surtout par amour. Maintenant, il y a une catégorie de personnes qui décident de vivre ensemble sans toutefois respecter les conditions précises pour un mariage, c'est-à-dire aller devant le maire, suivre les formalités, remplir toutes ces conditions-là. Peut-être elles le font par inadvertance, peut-être parce qu'elles vivent dans une précarité et ne peuvent pas remplir ces conditions. Je sais pas trop. Mais personnellement, je ne peux pas conseiller à une amie ou du moins à une sœur de vivre en concubinage avec un homme. Parce que forcément, il y aura les répercussions à la longue. Maintenant, en ce qui me concerne, je ne pourrais jamais décider de me marier avec un homme, d'épouser un homme qui, pour ma foi, je n'aime pas. Un homme que je n'aime pas. Je ne pourrais pas le faire juste par mimétisme ou alors parce que j'ai besoin d'un papier, des papiers du mariage. Ce n'est pas bien et ce n'est même pas d'ailleurs conseillé, puisque c'est ton foyer à toi. Et comme on le dit si bien, c'est à toi de vivre ton histoire. Donc pourquoi pas l'écrire de la plus belle des manières. Merci beaucoup. Salut entre nous, comment ça se passe dans ton espace? Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes s'engagent moins par conformisme et encore moins par principe, parce qu'il y a de moins en moins de principes chez les jeunes. En revanche, l'amour, la religion et les intérêts restent des raisons qui poussent les jeunes à se marier. D'une part, la religion parce qu'elle intègre le principe du mariage, et d'autre part, l'amour parce que vu le coût exorbitant qu'il faut allouer à un mariage aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que ça qui peut nous motiver. Les intérêts sont autre chose, et donc c'était mon avis, et on attend le vôtre. Merci. Je suis Emmanuelle Marie Foutou, jeune étudiante à l'école de journalisme de Nice. Alors, le mariage selon les jeunes. Il faut savoir que les jeunes ont conscience du fait que le mariage est une véritable institution sur le plan civique, coutumier et même religieux. Mais il faut savoir que la conception du mariage diffère selon les cultures. En Occident, les Occidentaux ont tendance à se marier un peu plus tôt qu'en Afrique. Les jeunes Africains, eux, par contre, ont conscience du fait que le mariage est un lien sacré qui unit non pas seulement deux individus, mais deux familles entières. C'est pour cela que le mariage est une réflexion très souvent bien mûrie, avec l'aide des anciens et de toute personne susceptible de nous aider à faire le bon choix. De plus, en Afrique, le mariage rime avec une certaine stabilité financière, ce qui fait que le jeune a plus tendance à se lancer à fond dans ses études pour pouvoir avoir cette stabilité financière-là et ensuite se marier. Ce qui fait que le mariage n'est pas forcément une priorité pour le jeune africain.
nos internautes sur le mariage. Pour certains, c'est l'union, comme M. Crévis le disait devant monsieur l'officier d'état civil. Alors, mademoiselle Dima, vous qui êtes une femme, il paraît que nous, on rêve tout le temps du mariage. Alors, vous rêvez de vous marier? Effectivement, je pense qu'il est mieux de concevoir sa famille, de la faire grandir dans le mariage. Dans le mariage. Oui. Alors vous, sans mariage, nos familles, quoi. Non, surtout avec l'attitude qu'ont les hommes aujourd'hui, là, vaut mieux pas. Ça, c'est un autre débat qu'on abordera. Alors, monsieur Crévis, pour vous, le mariage, c'est prévisible pour quand? 2020, 2020 Je rêve de me marier. D'accord, ça reste un rêve. Donc, Et avec la grâce de Dieu, je vais me marier. Amen. Et, je pense que le mariage produit des effets juridiques. Hein. Il faut mettre sa femme à l'abri, pour paraphraser quelqu'un, à l'abri de la peur, à l'abri du besoin. Donc il faut véritablement que l'on se marie. Et permettez-moi de dire à mes frères, arrêtez de garder les femmes 15 ans à la maison. Arrêtez d'étudier les femmes. Arrêtez de les étudier. Vous pouvez réagir via notre page Facebook comme les différents intervenants à l'émission, via le numéro suivant ou notre page Facebook. La chronique entre nous, c'est fini. À la semaine prochaine. Bye bye.